Alors, juste après la préface de Pablo Servigne, effectivement, on a décidé de mettre un cas clinique qui pour moi a été vraiment d'importance parce que c'est grâce à ce cas clinique que j'ai pris connaissance de ce que c'était que la collapsologie et de son impact dans la psyché des individus. C'est donc un cas clinique d'une patiente dont évidemment l'anonymat a été préservé, qui était vraiment terrorisée par ce qu'elle lisait dans les ouvrages collapsologiques et qui a complètement changé d'état d'esprit grâce à la collapsologie et a radicalement changé, transformé sa vie. Non seulement dans ses modes d'habitude, ses modes de vie, elle était conservatrice de musée, elle est devenue transitionneuse dans un jardin partagé avec des prisonniers. Elle est devenue totalement en harmonie avec elle-même et avec son existence, alors qu'avant, elle venait de faire 2 burn-out et qu'elle était complètement désorientée. Donc, c'est en mettant les mains dans la terre qu'elle a compris qu'elle allait se reconnecter avec elle-même et avec la terre. Et c'est comme ça qu'elle a dépassé sa peur. Et pour moi, ça a été un cas clinique fondamental, un peu comme Freud avec le petit Hans. Comme ça, on a tous les cliniciens des cas qui sont importants pour nous, pour notre compréhension de ce que vivent nos patients. Et comme je ne connaissais pas la collapsologie, ça a été pour moi un moment fondateur. Et c'est pour ça qu'on l'a mis au début du livre, parce que même pour Loïc, ça a rappelé les terreurs de certains membres de la collapso heureuse. Et je vais le laisser en parler éventuellement s'il veut dire un mot. Ouais, c'est aussi d'ailleurs, c'est l'introduction. En fait, c'était la réaction. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté idiosyncratique, c'est-à-dire variable selon les individus. On le sait, on sait des choses. Certaines personnes vont croire aux choses qu'ils savent et d'autres personnes ne vont pas croire à ce qu'ils savent. Et comment se fait-il que quelque chose qui devrait être une connaissance scientifique et non pas une connaissance, c'est une connaissance. Donc pourquoi on y croit ou pourquoi on n'y croit pas? Et, la question ne devrait pas se poser et pourtant elle se pose. Et ça m'a vraiment surpris parce que étant dans le milieu, pour moi c'était intégré. Je ne comprenais pas qu'on puisse ne pas croire à quelque chose qu'on sait. Ça me paraissait étonnant. Et c'est vrai que notre collaboration avec Pierre-Éric a été fondamentale parce que lui, en tant que clinicien praticien, avait une vision assez différente de la mienne. Oui, nous les psychologues, on sait très bien, et c'est ce qu'on appelle, alors c'est un vieux terme, hein, mais on l'appelle de différentes manières, mais les Grecs l'appelaient déjà il y a 2500 ans l'acrasie, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est bon pour nous, mais on est incapable de le mettre en œuvre. C'est comme le fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer alors qu'il sait que fumer tue. Il sait que les scientifiques le disent, que 9 fumeurs sur 10 à 65 ans développent un cancer. Il croit en un irrationnel, quelque chose d'irrationnel, il va croire qu'il va être le 10e qui va passer entre les gouttes, qui ne va pas avoir de cancer, ni du poumon, ni de la gorge, etc., et qui s'en sortira. Donc on a en nous cette espèce d'irrationalité qui frise l'inconscience, j'ose pas dire qu'il est dans l'inconscient, mais qui frise l'inconscience et qui fait qu'on va rechercher ce qui n'est pas forcément le meilleur pour nous. C'est ça l'acrasie. On sait ce qui est bon pour notre santé, mais on se le refuse. Et ben, dans la collapsologie, il y a des choses identiques. Enfin, plus exactement, la collapsologie permet de prendre conscience de ça, c'est-à-dire que on croit en une fable incroyable finalement, une croissance infinie dans un monde fini. C'est impossible, ça défie la rationalité, pourtant on y croit et ça fonde nos sociétés et la vie de plus de 4 à 5 milliards d'individus sur Terre. C'est quand même assez incroyable de se dire qu'on croit à l'incroyable et qu'à l'inverse, quand les scientifiques disent, comme notamment ceux du GIEC, faites attention, on va dans le mur avec nos façons de vivre et les externalités négatives de nos sociétés, de notre mode de vie, on refuse de les croire alors que c'est scientifique. C'est quand même assez extraordinaire, ce mécanisme. Ouais. D'ailleurs, oui, ça fait lien avec la première partie du livre qui pose la question collapsologie, qu'est-ce qu'on peut connaître du monde et dans la première partie, on parlait de recevoir l'information dans le premier chapitre. Euh,
Ouais, alors ça, c'est moi qui m'y suis collé un peu parce que c'est un peu ma spécialité. On a essayé de faire un point à la fois exhaustif et à la fois simple de ce qu'on sait scientifiquement, de ce qu'on conjecture scientifiquement, de ce qui est robuste, de ce qui est prévisible, et on a essayé d'insister sur l'aspect probabiliste des modèles, en disant qu'il est très difficile de donner une date, d'être. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de variables. Et donc, on a essayé de restituer un débat scientifique et, et on a essayé de montrer que même si la collapso aujourd'hui n'est pas une science, elle a un certain nombre d'hypothèses qui, en termes de contestabilité, de réfutabilité, passent quand même la maille et on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. On a trop tendance à dire que parce que c'est un millefeuille argumentatif, c'est pas robuste. Et donc, il y a même des gens qui voudraient associer ça à des théories du complot, à des choses totalement farfelues. Sauf que dans les théories du complot, les arguments qui sont en millefeuille sont faibles. Là, les arguments ne sont pas faibles du tout. C'est le GIEC, c'est l'IPBS, c'est des scientifiques de très haut renom. Stephen vient de sortir une nouvelle enquête qui montre que, ils disent, le probability outcome, mais le résultat le plus probable, c'est l'effondrement. Donc, ce qui prouve qu'il y a une vraie robustesse. Et c'est ce qu'on a essayé de détailler dans le premier chapitre, en essayant de sortir aussi du fantasme d'une science magique qui pourrait faire des prédictions qu'elle ne peut pas faire. Donc, on essaie de remettre les choses à leur juste place. Voilà. Donc la collapsologie, ce n'est pas une science, mais c'est une narration qui s'appuie sur la science. C'est-à-dire qu'elle essaye d'établir une transversalité sur tous les silos de cheminée de science, hein, puisque toutes les sciences fonctionnent en silos maintenant. Hein, il y a tellement de choses à savoir dans chacun des domaines scientifiques et même des sous-domaines scientifiques qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir une science transversale. C'est un peu ce qui se passe dans les sciences de gestion, qui sont des sciences transversales. La collapsologie, le jour où elle accédera au statut de science, elle permettra de rendre compte effectivement de tout ce que la science, tous les silos de science disent sur le climat, sur la biodiversité, sur les sciences économiques, etc. Chaque science parle un petit peu de catastrophe, de risque, d'effondrement. Et c'est exactement ce qu'on a voulu montrer dans la première partie, c'est qu'il y a une robustesse des connaissances que propose la collapsologie parce qu'elle s'appuie sur de la science, pas sur de l'idéologie ou encore moins des croyances. Bon, alors quand même, l'idéologie, c'est des systèmes de croyances, hein, mais j'allais dire de la croyance magique, comme le disait Loïc. Donc vraiment, la collapsologie, c'est un discours rationnel qui s'appuie sur des données non contestables dans le sens qu'elles sont scientifiques et donc falsifiables. C'est-à-dire que, et là on est dans une démarche épistémologique, c'est qu'on voulait avoir un socle de connaissances solides avant de démarrer quoi que ce soit comme propos dans notre ouvrage. C'est pour ça que c'est en première partie. C'est le premier chapitre de notre livre. Ouais. Alors, mais je vais laisser parler Pierre-Éric. Moi, il y avait le côté Spinoza avait vu juste pas Descartes, c'est-à-dire l'idée de le rôle des émotions dans la connaissance. Parce qu'en fait, on n'est pas que des êtres de raison et Descartes avait tout rationnel, etc. Et la tabula rasa me paraissait un peu fausse. On sait aujourd'hui qu'on a besoin des émotions pour penser et c'est important. Après, sur la partie souffrance, éco-pathologie, Pierre-Éric, c'est vraiment ton domaine, hein, je te laisse développer. Ouais, autant Loïc a plutôt écrit le premier chapitre, moi je me suis fait dès le deuxième. Alors, tout simplement parce qu'effectivement, l'information collapsologique, elle provoque un mouvement de mise à distance. Et cette mise à distance, elle est naturelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'information collapsologique, elle fait peur, parce qu'elle réactive un retour du refoulé. C'est cette fameuse peur de la mort que nos sociétés ont transformé en tabou. Aujourd'hui, c'est le tabou le plus innommable. Aujourd'hui, c'est une insulte à toute notre science technique, alors pseudo-science, hein, parce qu'il y a quand même il y a une posture de la toute-puissance de nos sociétés, notamment qui sont très dédaigneuses des savoirs des autres sociétés moins avancées ou même carrément de notre propre société des siècles précédents. Et en fait, on est loin de tout connaître de nos jours. Et du coup,
on ne maîtrise pas cette question que nous pose l'existence au travers du fait qu'elle va s'arrêter un jour, donc la question de la mort. Et c'est quelque chose de très angoissant parce qu'on a quand même montré que le progrès technologique, le progrès tout court, nous avait permis de gagner des tas d'années en espérance de vie, d'avoir fait reculer les maladies, mais on n'a jamais encore, pour aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, réussi à reculer les frontières de la mort. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir tous vivre. On en est tous informés, mais on n'en est pas tous conscients. C'est-à-dire que c'est une information qu'on refoule. Et la collapsologie, avec sa narration, vient réactiver la possibilité qu'on puisse se rapprocher des limites de notre finitude, la finitude individuelle et la finitude collective. Parce qu'effectivement, si les choses s'effondrent, s'il y a divers effondrements dans une perspective de boule de neige ou systémique, on risque de voir souffrir un sacré paquet de gens et voir mourir un sacré paquet de gens, comme on l'a vu pour le Covid, même si ça a été finalement assez contingenté. On n'a eu que 300 000 morts, si je ne m'abuse, jusqu'à présent. Tu me corriges, Loïc, si je me trompe. Un peu plus, on approche les 400 000. On approche les 400 000, les chiffres vont vite. Donc voilà, clairement, les dérèglements sanitaires provoquent des morts. Et donc, clairement, ce que sous-entend la collapsologie avec ses successions d'effondrements, c'est quand même de la souffrance et de la mort. En tout cas, on peut extrapoler ça très facilement, même si ce n'est pas ce qu'elle annonce, évidemment, directement, puisqu'elle annonce des effondrements, l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles. Mais clairement, si nos sociétés sont plus capables de fournir de la nourriture, notamment dans les villes, dans un pays qui est urbanisé à 75%, en 3 jours, ça va être la bérésina. On va avoir beaucoup de souffrance et pourquoi pas des morts, ne serait-ce que les gens qui se battront pour acheter la dernière baguette dans la boulangerie du coin. Donc clairement, l'irruption de cette information dans notre champ de conscience, l'information collapsologique, fait peur. Et donc, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On met à distance. Le premier réflexe, c'est de fuir l'information. Sauf que l'information, elle revient en rétro-boucle, dans la presse, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et donc, au bout d'un moment, comme elle revient en boucle, c'est plus la fuite, donc la mise à distance, mais c'est l'agressivité, le combat qui va émerger. Parce qu'en fait, derrière ces stratégies d'adaptation face à l'information collapsologique, il y a la mécanique du stress. Et la mécanique du stress, c'est quelque chose qui nous permet de faire face à un enjeu ou un danger perçu comme tel, c'est-à-dire ça confine à l'instinct de conservation. C'est-à-dire que l'individu, grâce au stress, revient à son état d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre psychique. Et tant qu'il n'y a pas cet équilibre-là, qui est le déséquilibre qui est notamment provoqué par la narration collapsologique, l'individu est en stress et donc il peut être agressif. Mais au bout d'un moment, si ça revient trop fréquemment et qu'il n'a pas résolu le stress lié à l'information collapsologique, mais au bout d'un moment, il va rentrer en prostration. Et qui dit prostration dit pour certains coup de déprime fort, voire dépression. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui deviennent pessimistes et totalement passives à cause de l'information collapsologique. Et c'est le début, pour certains, du commencement d'un processus de collapsosophie, comme on l'a vu en interviewant un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que la peur provoque la dépression, mais l'action nous délivre non seulement de la dépression, donc de la peur, mais aussi de l'inaction. Et c'est ce qu'on va montrer plus tard, mais clairement, au début, il y a vraiment cette espèce de combat avec nos émotions négatives, colère, voire dégoût, ou voire carrément prostration, voilà, dépression. Et tristesse, pardon, c'est plutôt ça, c'est ça l'émotion, la passion triste, comme dit Spinoza, pour rebondir sur ce que disait Loïc. Et effectivement, il y a un va-et-vient entre l'information, donc la cognition, et l'émotion, les affects. Ça passe son temps à se ping-ponger. Et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment, au-delà de la gestion cognitive de l'information, une gestion émotionnelle de cette information-là, et qui est extrêmement complexe parce qu'effectivement, elle nous atteint dans nos croyances. Et tout ce en quoi on croyait avant sur le progrès, sur la force de nos sociétés, eh ben, on l'a découvert avec le Covid, ce qu'on croyait être une force peut être une fragilité. En fait. On a découvert qu'on était des colosses au pied d'argile. Notamment, la crise du Covid est venue nous l'attester dans notre quotidien.
t'anticipes un peu, mais ouais, en fait, ouais, non, parce qu'en fait, ouais, non, mais t'as raison, mais c'est vrai que c'est les chapitres 3 et 4, là, c'est vraiment, Allons-y. c'est quand notre vision du monde se fissure, le chapitre 3 où on prend conscience de ce qui existe. En fait, tant qu'on sait pas, tant qu'on n'en a pas conscience, on ne croit pas que ça existe. C'est cette fameuse notion de métanoïa. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de rajouter cette métanoïa individuelle, mais aussi collective. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça implique individuellement, qu'est-ce que ça implique collectivement. Et on va faire le chapitre 4 ensemble, Pierre-Éric, je pensais. C'est-à-dire que la métanoïa, notre vision du monde se fissure, et on a une conversion du regard, et on doit voir le monde différemment. Alors, Et chapitre 3, fissuration du monde, de la vision du monde. Hein, chapitre 3, fissuration de la vision du monde, c'est-à-dire que clairement, l'information, comme elle n'arrête pas de revenir en rétro-boucle, eh ben, le prêt-à-penser que donne la doxa, c'est-à-dire la bien-pensance du moment, elle est remise en cause par l'individu. Mais le problème, c'est de remettre en cause la bien-pensance, c'est s'isoler. Et s'isoler, c'est toujours dangereux pour un animal social. C'est-à-dire qu'il risque le rejet, l'exclusion de son clan d'appartenance. Et parfois, ben, il préfère sacrifier la réalité pour garder les croyances et garder l'allégeance au clan social duquel il appartient. Et donc, certains ne vont pas plus loin que ça. Quand bien même ils ont été heurtés et que leur vision du monde s'est fissurée, ils ne vont pas jusqu'à la métanoïa. Et je te laisse reprendre la main pour la ben, en métanoïa. fait, on a essayé on a pris des exemples tout bêtes, Copernic, Galilée, mais toutes ces grandes révolutions qui posent. On a essayé de montrer que le roi est nu, en fait, que cette narration de la croissance. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, on a fait ce que devraient faire tous les collapsos, c'est-à-dire on a pris une courbe, on a pris quelque chose et on a tissé les conséquences. Et ce que font très bien les collapsos d'ailleurs, ils sont très forts. Ils prennent une courbe, ils prolongent la courbe et ils essaient de voir les conséquences. Et d'ailleurs, c'est cette culture collapso qui fait que, alors que le livre est écrit en janvier, que le Covid est un petit virus quelque part en Asie, on écrit une page dans le livre sur le Covid parce qu'on on sait ou on imagine ce qui peut se passer. Voilà, Et ça, c'est important, cette fissuration, cette capacité à fissurer mentalement les représentations pour essayer de penser réellement. c'est ça. C'est-à-dire que, et on explique comme ça ce problème de croyance dont on parlait au début là, de notre petit échange. C'est-à-dire que pour qu'on puisse croire la science, il faut qu'on accepte de fissurer notre vision du monde. Tant qu'on n'a pas intégré dans notre vision du monde la possibilité de l'existence des informations que nous donne la science, on va pas y croire et on va même pas le faire apparaître dans notre champ de conscience. C'est un peu ce qui s'est passé avec Pasteur et les microbes. Quand il découvre les microbes, personne ne veut le croire, tout le monde dit que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Oui, c'est voir le monde différemment, c'est le chapitre 4, c'est ça. Voilà. Et clairement, tant que les gens n'ont pas accepté de fissurer leur vision du monde, les microbes n'existaient pas. Et le jour où on a compris, parce que Pasteur, c'est un scientifique, il a fait la découverte scientifique des microbes au bout de son microscope et il a démontré que sa théorie fonctionnait, que ce qu'il observait et sa théorie se corroboraient. Et quand il a réussi à démontrer cela à l'Académie de médecine, ben là, du coup, les portes se sont ouvertes vers le plus grand public. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait ce que c'est que les microbes et les virus, tout le monde se lave les mains. Et ça a été intégré dans la vision du monde des gens. La métanoïa a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu un élargissement du champ de conscience, c'est-à-dire qu'on a intégré dans notre vision du monde l'existence de choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des microbes. Ouais. Pour le coup, depuis 2 mois, les gens ont vraiment appris à se laver les mains. euh, Avec du gel hydroalcoolique, s'il te plaît. ouais. Alors, justement, ça pose vraiment des questions. Mais là, on va passer à la partie 2. Du coup, une fois qu'on a cette information, ben, il faut en faire quelque chose. Et donc, la partie 2, on se pose la question de faire face à l'effondrement et comment se préparer à agir. Et on a voulu s'arrêter. Là, c'était peut-être pas, mais pour nous, c'était fondamental. C'était faire un chapitre 5 sur la hiérarchie de valeurs et sur l'éthique de conviction.
sur les croyances, sur les systèmes de valeurs en concurrence, sur le fait de dompter ses imaginaires et ses passions, parce que c'est des choses qu'on ne fait jamais, en fait, qui nous paraissent évidentes, parce que c'est notre vision du monde, et qu'on ne la questionne pas, et que nous, il nous semblait qu'il fallait le faire. Mais clairement, en fait, la collapsologie, elle rebat les cartes des croyances et donc des idéologies en présence. C'est-à-dire que la collapsologie nous fait prendre conscience de l'importance de notre impact sur l'environnement et donc de l'écologie. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire totalement allégeance au consumérisme ou au capitalisme en fonction de sa hiérarchie de valeurs et qu'on est obligé de réintégrer dans sa hiérarchie de valeurs des valeurs environnementales ou écologiques. Et on ne peut plus laisser penser que la valeur suprême, ça va être la croissance absolue, comme l'école de Chicago, pour ceux qui connaissent, hein, le prône, c'est-à-dire la non-intervention de l'État et le profit à tout prix. Ça, c'est plus possible. On ne peut plus imaginer un monde comme ça parce qu'on voit ce qu'il a donné, justement par son impact sur l'environnement. Et donc, on est obligé de se rebâtir sa hiérarchie de valeurs. On le fait très naturellement, très spontanément, mais ça nécessite quand même de conscientiser au travers de ses actes quotidiens. C'est un va-et-vient cette fois-ci entre ses croyances et ses actes quotidiens, c'est de se dire, bah, tiens, ce que disent les écologistes ou les collapsologues sur le respect de l'environnement, en quoi moi je contribue à le détruire ou en quoi je contribue à le protéger. Et ça commence par les croyances. C'est-à-dire que si on est persuadé que je ne sais pas moi, que le manger moins de viande aura un impact parce qu'on a entendu des experts et des scientifiques nous dire que ça permettait de mieux protéger l'environnement, comment on s'en empare dans son logiciel de croyance, comment on l'intègre, jusqu'à quel point on va y croire et donc l'intégrer dans sa vision du monde pour pouvoir après le mettre en acte. Et donc ça sous-entend une première chose, et c'est notre chapitre 5, c'est de bâtir une éthique de conviction au regard de ce que la narration collapsologie offre comme valeur et comme croyance à mettre en œuvre, fondée, je le rappelle, toujours sur des connaissances scientifiques. Donc, ce sont des valeurs qui ne viennent pas d'idéologie ou de croyances religieuses ou de croyances magiques, de superstitions, mais bien de contenu scientifique. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui ont un socle de véracité beaucoup plus fort que celle de la superstition ou des théories du complot. Et donc, on peut les intégrer sans trop de danger dans notre éthique de conviction, dans notre logiciel de croyance, parce que nous, les êtres humains, nous avons besoin d'avoir un logiciel de croyance pour agir. Tout part des croyances. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça veut dire qu'on va vous forcer à le faire et vous serez insatisfait après. Alors que si vous voyez du sens à ce que vous faites, vous serez satisfait d'avoir mis en œuvre un comportement aligné à vos croyances. Et donc, on a été obligé de passer par cette étape 5 de se poser des questions sur ce que c'est qu'une éthique de conviction et comment derrière, et c'est le chapitre 6, elle est faisable finalement, cette éthique de conviction. Et c'est ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Et là, je rends la parole. Mais de toute façon, pour moi, on ne peut pas dissocier le chapitre 5 et le chapitre 6, éthique de conviction, éthique de responsabilité, mais c'était important. Tu te souviens les discussions passionnées qu'on a eues là-dessus. Moi, je pense que la société est obligatoirement conflictuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la thérapie sociale et qu'on parle de comment apprivoiser nos conflits, comment ne faire en sorte d'avoir une éthique de la discussion, comment faire en sorte d'avoir une éthique de responsabilité. C'est bien de dénoncer le capitalisme, même si on détruit la société, qu'on ne crée plus de richesse, qu'il n'y a plus de sécurité sociale, qui s'est avérée être fondamentale au moment de la crise du Covid. Si on détruit des structures sociales, on aura sauvé la planète, mais que restera-t-il? Et donc, à chaque fois qu'on a une conviction, il faut faire très, très attention à la responsabilité de ce qu'on raconte. Moi, je suis toujours très embêté quand je lis des bouquins d'écologistes. C'est la non prise en compte de l'autre et des conséquences de ce qu'on raconte. Moi, je suis assez conséquentialiste en éthique et on a essayé de réfléchir sur les différentes formes d'éthique et ça paraissait fondamental parce que finalement, on ne le fait pas tant que ça, ce travail de réflexion sur les dilemmes moraux, sur qui vivra, qui mourra, c'est qui les mouritouristes, c'est-à-dire les sacrifiés du système. Aujourd'hui, il y a déjà des mourituries
Lorsque un gamin à 8 ans extrait du cobalt pour que j'ai un portable dans ma poche, je suis déjà responsable. Et toute cette question de la responsabilité collective et individuelle nous paraissait fondamentale. Et un des pièges qu'il faut éviter, c'est croire qu'on va pouvoir, par la raison uniquement, faire en sorte que tout le monde s'entende et qu'on vive dans un monde de bisounours. Il fallait, je crois, marquer le coup sur ces questions-là. Oui, puis si tu te souviens bien, Loïc, quand on a interviewé nos Ouais. témoins, on s'est rendu compte que certains avaient traversé une certaine forme de dogmatisme, voire d'extrémisme Ah écologique, oui. comme ils nous l'ont dit. Et tu en as été toi-même le témoin sur les réseaux sociaux. Et clairement, on voulait vraiment déconstruire cette posture humaine qui est naturelle. C'est-à-dire que quand vous abandonnez une partie de votre logiciel de croyance qui donc vous permet de faire allégeance à un groupe social, vous avez naturellement le désir de vous rattacher à un nouveau groupe social. Par exemple, si vous devenez vegan et que vous arrêtez d'être un viandard, ben vous mettez à dos tous vos copains viandards. Donc, vous êtes exclu de ce groupe-là. Et donc, qu'est-ce que vous faites naturellement? Vous allez vers un groupe de véganes. Et pour faire de l'entre-soi, on a besoin de ça. On est des animaux sociaux. C'est vraiment pas une vue de l'esprit. On a besoin de se retrouver avec des gens avec qui on s'entend, avec qui on crée une forme de fraternité finalement. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne des communautaristes, c'est-à-dire des viandards contre les véganes et des véganes contre les viandards. Et c'est pour ça que on a été interpellé par des gens qui nous ont dit oui, j'ai sombré dans une forme de dogmatisme dangereux et je me suis rendu compte que je devenais dangereux pour les autres parce que j'étais extrémiste et j'étais prêt à tuer les autres pour faire passer mes idées. J'étais prêt à mourir pour mes idées, comme dirait Brassens. Ouais, Et mais de nous, on a dit Morland. d'accord, mais de Morland, si possible. Et ils nous l'ont dit aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que euh, leur souhait d'allégeance devenait terrible parce que ça passait par une forme de nihilisation de l'autre. Et là, on s'est dit, il y a un problème. Et là, on s'est souvenu de nos vieux cours de philosophie, notamment de Max Weber et puis de Misrahi, qui parle très bien d'éthique de responsabilité versus éthique de conviction. Et qu'on se dit que c'est bien joli d'avoir des belles idées, mais si c'est pour couper tout le monde, la tête de tout le monde pour qu'il soit à la même taille, comme on le disait jadis chez les communistes, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, et on ne peut pas vouloir le bien de l'humanité en tuant une partie de l'humanité. Ça ne peut pas fonctionner. Donc on s'est dit, c'est important que l'écologie et la collapsologie ne reproduisent pas les erreurs du passé, des grandes idéologies du passé qui ont malheureusement tué des millions d'êtres humains, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et ouais, d'ailleurs, ça fait le lien avec le chapitre sec. D'ailleurs, on est sympa, mais on n'a rien contre les végétariens parce que on en parle souvent. Donc, moi personnellement, je suis flexitarien, c'est-à-dire j'essaie de limiter fortement la viande. Mais en fait, ce qu'on croit, c'est que nous, ce qu'on croit avec Pierre-Éric, c'est que ce qui est révolutionnaire, c'est d'être nuancé. Et qu'aujourd'hui, dans un monde très manichéen avec du blanc et du noir et une espèce de dichotomie malsaine, ce qui est révolutionnaire, c'est de vouloir parler de la complexité, de la nuance. Et d'ailleurs, comme on est sympa, on a écrit le chapitre 7, on a dit, écoutez, on comprend vos frustrations, que ça aille pas assez vite, et on va vous proposer un certain nombre d'éléments pour essayer de lever les freins à l'action, parce qu'effectivement, vu les enjeux, on peut considérer que ça ne va pas du tout assez vite. Et donc, on a écrit tout un chapitre sur se poser la question de pourquoi il y avait ces résistances au changement et comment on pouvait trouver des ressources pour passer à l'acte. En fait. C'est pour ça qu'on a simulé plusieurs scénarios, des scénarios à la Mad Max, où tout s'effondre Ça, c'est radicalement. après. Ouais. C'est le chapitre 7, ça. Non, c'est lui. Euh, C'est lui. ah, pardon. C'est D'accord, je pas vais un grave. peu vite. Le chapitre 7, rappelle-toi, c'est les dragons de l'inaction. C'est tout le travail qui est fait par un psychologue américain qui s'appelle Grifford. Et c'est toute la réflexion sur le tokenisme, sur l'effet rebond ou l'effet Gévon. Tous les éléments qui font que finalement, alors qu'on a envie de bien faire, on ne fait pas. Et ça pose cette question, le chapitre 7, de qu'est-ce qui en nous va nous permettre de passer à l'acte et qu'est-ce que c'est le discernement et la réflexion. Et ça tombe bien, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a une vraie progression dans le bouquin et c'est difficile, cet exercice est difficile parce qu'en fait, tout est lié.
il y a une vraie progression et on a tendance à passer d'une partie à l'autre. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, chapitre 5, chapitre 6, c'est construire son éthique de conviction et son éthique de responsabilité. Donc, reconfigurer son logiciel de valeur, le reprogrammer. Ensuite, c'est d'identifier Pourquoi ça bloque? ses freins et ses leviers à l'action, c'est-à-dire se préparer à l'action en se disant mais qu'est-ce que je peux, vers quoi je peux m'investir. Maintenant que j'ai reconfiguré mon logiciel de croyance, qu'est-ce qui me paraît le plus en phase avec moi-même, comment je vais pouvoir m'aligner avec mes croyances et mon action, parce que tout le monde ne veut pas forcément devenir vegan ou transitionneur ou s'investir dans le low-tech lab. Chacun a des excellences, en fait, des compétences où il excelle Des talents. et des appétences. Et donc, l'idée, c'était dans l'étape 7, effectivement, se poser un peu la question de la boussole, c'est-à-dire, OK, je m'oriente, je sais à peu près où je veux aller avec mon logiciel de croyance, mais quel est l'endroit où je vais être le plus efficace pour la collectivité, parce que tout seul avec mes bras musclés, je ne vais pas empêcher les effondrements. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je vois chez mes patients, c'est qu'ils sont effarés par l'effort à produire et ils pensent qu'ils vont pouvoir sauver le monde tout seul. Or non, c'est impossible de sauver le monde tout seul. Le monde tout seul, c'est tous ensemble qu'on y arrivera et plus l'union faisant la force, plus on sera nombreux à le faire et mieux on y arrivera. Et donc, ce qui compte, c'est de s'associer avec des gens qui nous ressemblent, en tout cas en termes de compétences, et qui nous complètent surtout. C'est-à-dire que c'est la complémentarité qui nous permettra de nous en sortir. Ce n'est pas l'opposition en communautarisme, même écologique. Parce que malheureusement, il y a des communautarismes écologiques. Il y a les véganes contre les flexitariens, parfois, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a les survivalistes contre les transitionneurs. Voilà, il peut y avoir des tentations dans les tentatives de s'opposer au lieu d'être en complémentarité, donc de partager les expérimentations. Et on a rencontré des gens extraordinaires qui ont expérimenté par essai-erreur, qui se sont beaucoup trompés, mais parce qu'ils se sont trompés, on va aller beaucoup plus vite en capitalisant sur leurs erreurs plutôt qu'en étant chacun enfermé dans notre tour d'ivoire en reproduisant les mêmes erreurs. Et là, on perd beaucoup d'énergie à faire ça. Alors que si on capitalise sur les essais-erreurs des uns et des autres, on va pouvoir passer de l'étape 7 à l'étape 8, c'est-à-dire préparer son scénario d'action qui convient le mieux pour soi. Et ensuite, et c'est ce qu'on verra au chapitre 9, changer ce mode de vie et donc pouvoir parcourir son chemin extérieur. Mais je reviens au chapitre 7 ou 8 si tu veux passer au chapitre. Ouais. En fait, ça c'est la troisième partie. Du coup, la 8, 9, 10, c'est la dernière partie du bouquin sur que m'est-il permis d'espérer. En fait, ce que tu viens de dire, c'est important. Moi, je l'avais écrit dans Yggdrasil, c'était l'idée qu'il faut laisser déjà expérimenter, qu'il faut que des choses se testent, etc. On a voulu explorer des scénarios de la peur, des scénarios de l'expérience collaborative. En fait, on a voulu borner notre propos. C'est-à-dire qu'il nous semblait que les scénarios les plus noirs ont un intérêt, c'est que la dystopie permet de présenter, si on prend une perspective girardienne, quelque chose qui est tellement horrible que ça ne peut pas être désirable et que comme ce n'est pas désirable tellement c'est horrible, il faut lutter contre. Ça, c'est la dystopie. Et de l'autre côté, l'utopie, c'est une espèce d'imaginaire vers lequel on veut aller. Et il nous semblait que de toute façon, la réalité, elle serait entre la dystopie et l'utopie et que ces deux éléments permettent de border le réel et que la réalité de ce qui se produira sera quelque part entre les deux. Mais explorer le pire et le meilleur, c'est aussi une façon de se donner un choix et de retravailler cette notion qui est au cœur de l'ouvrage, c'est la notion de discernement, de réflexion. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les entraides, sur les représentations du monde, sur les religions, ouais. sur tout un tas de choses. D'ailleurs, on a été prophétique puisqu'on a proposé un scénario dans un hôpital où il y avait plein de gens qui arrivaient malades aux urgences. C'était incroyable quand même. Incroyable quand on a vu ce qui s'est passé pour la crise du Covid. Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'était un truc qui s'appelle Qui vivra, qui mourra et ça sera le prochain Yggdrasil qu'on a réécrit avec Pablo. On parlera de ce bouquin Qui vivra, qui mourra et on en parlait parce qu'effectivement, ça nous paraissait important de réapprendre à faire des choix. On est dans une société de l'abondance où on a tout. On n'a plus d'arbitrage à faire.
Et quand tu n'as plus d'arbitrage à faire, tu ne poses plus la question de la pyramide de Maslow, tu ne poses plus la question des besoins primaires, de ce qui est superflu, de ce qui est accessoire et de ce qui est vital. Et il nous paraissait important de se reposer la question de l'être et de l'avoir et du nécessaire et du superflu. Et je crois que ce chapitre s'y prêtait bien. Mais en même temps, en expliquant que la peur ou que les scénarios de la peur qui servent de repoussoir intellectuel à la collapso ont une utilité intellectuelle. C'est ça. C'est la notion d'exercice de pensée qui était pour moi très heuristique et que j'ai vu au travers des expérimentations des uns et des autres qu'on a interviewés. Ces exercices de pensée, moi je les ai directement appliqués pendant la crise du Covid, une fois que le livre était terminé d'écrire. Un exercice de pensée tout simple, c'est de se dire, bon là, quand je vais chercher, j'ai beau être confiné, j'ai le droit de sortir une fois par jour pour aller faire mes courses, mais si mon magasin n'est plus approvisionné, comment je fais pour survivre? C'est ça un exercice de pensée, c'est de se projeter dans l'avenir en imaginant différents scénarios comme celui-là, le scénario du pire. Il n'y a plus d'approvisionnement dans mon épicerie du coin ou dans ma supérette du coin. Comment je fais? Est-ce que je vais me battre avec les gens qui vont vouloir prendre le dernier bout de viande ou bout de poisson ou bout de légumes dans les rayons? Est-ce que je vais partir pour aller chercher ma bouffe à l'extérieur de la région parisienne, si j'habite dans la région parisienne? Est-ce que je suis copain avec le boucher du coin et je lui ai demandé de me garder sous le coude? Voilà, c'est toutes ces choses. Et ça oblige effectivement à réfléchir à une alternative à la société d'abondance parce que clairement, c'est quelque chose qu'on va plus se permettre dans les années qui suivent si on continue sur notre trend, sur la façon dont on surexploite les ressources de la Terre. Et notamment, on le voit bien, hein, là ça s'est très bien documenté, je l'ai découvert avec nos discussions Loïc, sur les problèmes de l'agriculture extensive qui est de moins en moins productive. Et j'ai découvert que la permaculture était 30 fois plus productive que l'agriculture extensive. Alors évidemment, la permaculture nécessite d'exploiter, de cultiver les plantes d'une certaine manière, mais après, ça pousse tout seul. Bon, il faut quand même aller le cueillir. Et moi, je ne sais pas encore faire autre chose que d'aller chercher mes légumes dans le supermarché ou dans le marché du coin. Ça veut dire que ça remet en cause aussi sa propre posture par rapport à ça. Est-ce que finalement, j'ai tort de déléguer la production de nourriture? Est-ce qu'il faut que je me la réapproprie en partie, tout partie? Est-ce que c'est à moi de créer un jardin permacole ou est-ce que je peux avoir des parts dans une ferme partagée et participer à la culture en donnant mes bras au moment de la culture? Donc, il y a tout un cheminement personnel à faire en fonction de son logiciel de croyance pour se dire, est-ce que je me réapproprie tout partie de mon indépendance alimentaire, de mon autonomie alimentaire, si je veux éviter de me retrouver 72 heures après la fin de rupture de mon magasin de la supérette, le bec dans l'eau. Et ça pose donc la question de savoir, est-ce que je reste en univers urbain? Est-ce que je peux aller Ça repose complètement, finalement, les choix de vie qu'on a fait. Et c'est hyper stimulant, finalement. Parce que finalement, on se réapproprie son existence. Et on arrête de la subir ou même de la non choisir. Mais rappelle-toi, c'est à ce moment-là, c'est la dernière partie de ce chapitre, on a remis ne pas jeter l'économie avec l'eau du bain. Parce qu'en fait, il y a ce fantasme de pouvoir se libérer de l'économie, économos, c'est-à-dire la maison, en fait, en grec. Et moi, je pense que l'économie permet de compter des choses, permet de comprendre. Si on est dans un processus marchand, c'est parce qu'il y a une efficacité aussi du capitalisme. Il sélectionne les plus efficaces, et les plus efficaces ce sont aussi ceux qui sont les plus économes en ressources. Alors, ça pose d'autres problèmes parce qu'on supprime les doublons, parce qu'on supprime tout un tas de sécurité et que cette optimisation économique a des effets pervers de stimuler la fragilité. Mais là aussi, c'était de réintroduire de la nuance, ne pas tout jeter. C'est ce que tu m'as fait prendre conscience quand on a évoqué la notion de stock stratégique. On l'a écrit avant même la crise du Covid, c'est écrit dans le bouquin. C'est de se dire que l'économie, c'est bien, il faut la prendre en conscience, mais en connaissance, en toute connaissance de cause, parce qu'elle a des bénéfices, mais elle a elle-même des maléfices. C'est-à-dire qu'une économie qui fait trop circuler les actifs, elle trouve que les stocks, c'est mauvais. On a bien vu dans la crise du Covid que c'était carrément pas adapté aux crises de ne pas avoir de stock stratégique. Et on l'a payé cher, notamment en allant acheter nos masques chez les Chinois, qui nous les ont vendus
bien au-delà du prix auquel ils le vendaient d'habitude. Donc Ouais, non, clairement, mais oui, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre tous ces logiciels de croyance, toutes ces possibilités d'action. On est et dans une phase transitoire, clairement, où aujourd'hui, on est encore dans cette espèce de mythe d'une économie totalement où tout nous est possible, tout nous est permis. Or, ce n'est pas la logique de l'histoire, clairement. Et donc, si on veut s'adapter à ce qui va se passer, et il faut s'y préparer, et ceux qui ne verront plus l'importance, comme tu le disais très justement, et comme on l'a écrit dans notre livre, de faire la part des choses entre le nécessaire et le superflu, si ceux qui parieront sur le superflu auront plus de mal à s'en sortir que ceux qui parieront sur le nécessaire. Et bon, c'est une croyance qui est quand même étayée par des connaissances scientifiques. Et de toute façon, il y a toujours une part de pari, hein, puisqu'on se projette dans l'avenir. Et c'est des paris probabilistes et non pas superstitieux. Ce qu'on a fait dans notre livre, en tout cas, on a essayé d'être le plus objectif possible par rapport à ça, tout en toujours prévenant en disant on n'est pas des devins, on n'est pas là avec des boules de cristal à vous dire comment ça va se passer. Mais par contre, on s'est dit comment optimiser, comment se préparer, optimiser les ressources dont on dispose encore et comment les préparer pour l'avenir. Il y a des exemples très concrets qui sont faciles à comprendre. Certains spécialistes du climat disent qu'il va faire aussi chaud à Lyon qu'à Alger en 2040. Bon, certains s'en réjouissent en se disant c'est super, il fera chaud, je pourrais aller me baigner dans les rivières, à supposer qu'elles ne se soient pas évaporées. Moi, je suis plus dubitatif sur la faculté du pommier à s'adapter au climat d'Alger. C'est dès maintenant qu'il faut donc se préparer, parce que si ça arrive, la nature ne pourra pas migrer d'elle-même. Hein, comme vous le savez, elles ont des racines, les plantes, donc elles ne peuvent pas bouger. Et c'est à nous, les êtres humains, d'avoir cette préconscience et de préparer l'avenir de la nature en commençant à planter des dattiers et des avocatiers qui peuvent supporter le climat d'Alger à Lyon. Les pommiers, eux, ils crèveront tous de soif, c'est clair. Quand bien même, on créera des résiliences locales et des petites oasis locales où on pourra se permettre encore d'avoir des pommiers sous certaines conditions de permaculture. Hein. Mais clairement, c'est ouais. ça, se préparer l'avenir. C'est de se dire, tiens, quels sont les scénarios les plus probables d'arriver et donc quelles sont les ressources qu'on peut dès maintenant mobiliser pour préparer l'avenir. D'ailleurs, pour ça, ça fait le lien avec le chapitre 9, c'est changer ses modes de vie. En fait, pour moi, mais on était assez d'accord, c'est comment on passe à l'action en ne faisant pas n'importe quoi, c'est-à-dire en étant capable de dire pourquoi je fais les choses, comment je m'adapte. Et il y a quelque chose qui me paraissait très important, c'était de réhabiliter une notion qui habitait nos anciens, c'était le temps long. Nos anciens, ils étaient capables de planter une forêt pour dans un siècle, où ils étaient capables de se dire cette ressource sera utilisable dans 20, 30, 40 ans. Et le capitalisme a eu tendance à raccourcir le temps et à nous ramener à l'immédiateté et à ne plus nous apprendre à nous projeter dans ce futur. Et ce chapitre 9, il était fondamental pour essayer de montrer aux gens comment on fait des changements pour soi, pour la société, comment on passe du collectif à l'universel, comment on passe de l'entre-soi à l'entrisme, comment les témoignages des gens qui, dans les entreprises, dans le système capitaliste, essaient de changer des choses est incroyable. Il y a des gens qui sont dans des grands groupes et qui font des choses, moi, que je trouve véritablement estimables. Tout à fait. On se rend compte que la prise de conscience, elle est quand même de plus en plus prégnante. Et il y a un système de tâches d'huile, d'effet tâches d'huile. C'est-à-dire qu'une personne prend conscience dans son quartier, il arrive en persuader 2, 3, 4, 5 à se fédérer autour de leurs projets qu'on a appelés des projets écotarsiques, c'est-à-dire orientés vers une forme d'autarcie écologique, mais qui fait société et non pas qui se coupe de la société. Hein. Et à partir de là, l'effet tache d'huile se produit une fois qu'ils ont monté un peu comme une start-up. Hein. Alors je paraphrase malheureusement quelque chose qui me choque profondément, c'est qu'on n'est pas dans une start-up nation, mais ça c'est une vision personnelle. Ils font un peu comme ce qui se passe dans une start-up, c'est-à-dire qu'on fait des essais, des erreurs, et une fois qu'on a bien stabilisé le modèle, on peut le développer, le déployer.
Alors, on ne le fait pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner de l'entrisme dans la société, c'est-à-dire permettre à la société qu'elle soit résiliente, qu'elle fasse sa transition. Et par exemple, si c'est l'autonomie alimentaire, de faire en sorte que cette autonomie alimentaire participe au plus grand nombre, profite au plus grand nombre. Donc, il y a vraiment des expérimentations qu'on a trouvées absolument géniales et qu'on a mis dans ce paragraphe 9, ce chapitre 9, puisque c'est là où on a voulu faire témoigner des gens de leurs expérimentations pour montrer que un avenir est possible avec de nouvelles façons de voir les choses et de nouvelles façons de faire. Et après, c'est vraiment une question de complémentarité, de réflexion. Euh, Est-ce que, par exemple, moi j'ai eu fait ça dans ma vie professionnelle, lorsque je crée un groupement d'achat pour des collèges et des lycées, que je rentre du produit bio ou du produit local, la question c'est est-ce que j'ai plus d'impact que si je me mets à faire de la permaculture ou ma propre ferme avec de la traction animale. Euh, Si je monte une monnaie locale comme le SCO avec 50 millions de SCO qui circulent, que j'ai une chambre d'agriculture alternative, c'est un des exemples qu'on prend, celui du Pays Basque, qui est très intégré avec des écoles, avec de la production d'énergie. Quel est le facteur d'impact en fait et finalement, cette question de quelque chose qui est très peu développé, qui nous a surpris et qu'on essaie de promouvoir avec Pierre-Éric, c'est qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui est plus difficile, qu'est-ce qui est rapide, qu'est-ce qui est lent, qu'est-ce qui est très impactant, qu'est-ce qui est moins impactant, se poser la question, et surtout, dernier point, qu'est-ce qui est cher et qu'est-ce qui est pas cher. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut commencer par le facile, pas cher, rapide et très impactant. Et qu'après, qu'on aura un facteur de modification très intéressant et que après, quand il nous restera moins de temps, on fera le plus difficile. Mais commençons déjà par le plus facile. Alors, on se moque des véganes, mais n'empêche que manger beaucoup moins de viande et abandonner la viande rouge, se mettre à la volaille, etc., ou en tout cas revoir sa consommation ou ses déplacements et ne plus prendre l'avion, c'est très facile et ça a un impact énorme et très rapide. Alors bien sûr, le facile et le pas cher n'est pas le même pour tout le monde, hein. Pour un urbain, c'est Ouais. facile d'abandonner la voiture très rapidement. C'est mon cas, moi qui vis en région parisienne. Je ne circule plus en voiture, c'est extrêmement rare. Du coup, mon capital carbone est devenu absolument, au contraire de déficitaire, c'est excédentaire. Donc voilà, par contre, comme je suis un gros viandard, j'ai encore du mal à passer à la viande de volaille. Mais en tout cas, je fais attention au boucher chez qui je l'achète. Je m'assure que les bêtes n'ont pas vécu de souffrance animale et que les animaux ont été élevés correctement avec de l'herbe et pas avec du grain ou des choses comme ça, terrible. Donc voilà, c'est sûr, c'est un sacrifice monétaire puisque ça coûte plus cher que d'aller dans une grande surface aller acheter des produits sous cellophane. Mais quelque part, je fais coup double parce que je me procure des aliments. Alors, j'ai comme Loïc, j'ai réduit ma consommation de viande rouge parce que lui, il fait le malin, mais c'est aussi un viandard. Euh, néanmoins, mon bilan, il est peut-être pas excédentaire de ce point de vue-là, mais clairement, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire de façon globale, se dire, bah voilà, où sont mes avantages, mes inconvénients, où est-ce que je peux aller le plus vite. En ville, c'est clairement limiter l'utilisation de la voiture, passer au vélo électrique si on fait des grandes distances, utiliser les transports en commun, c'est facile. Et on peut aller encore plus loin avec des exemples comme celle de Dunkerque qui sont sidérants, où ils ont mis tous les transports communs gratuits et tout d'un coup 40% de baisse de moins de la pratique du véhicule et donc forcément autant de rejets de gaz à effet de serre en moins dans l'atmosphère. Donc c'est là où on se rend compte que la France d'en bas et la France d'en haut peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que on a vu beaucoup d'expérimentations locales et sur les territoires de proximité et on a bien conscience que ceux qui nous gouvernent sont encore à la ramasse ou en tout cas en retard. Mais clairement, la crise du Covid aura eu cet effet bénéfique, c'est que non seulement il aura permis à la France d'en bas de prendre conscience de ce qui était essentiel par rapport au superflu, mais aussi à la France d'en haut de se dire qu'il était urgent de légiférer et de changer les réglementations sur un certain nombre de choses, et notamment le fait qu'aujourd'hui, on se pose très sérieusement la question d'arrêter les vols intérieurs en aéronautique, qui est un point positif, et j'espère que ça va être suivi des faits. Ça commence à l'être. Et que ça sera le train qui prédominera et que ça viendra non seulement de la France d'en haut, mais de la France d'en bas. C'est-à-dire que chacun, dans son éthique de responsabilité, puisse se dire je refuse de prendre l'avion
sauf s'il y a urgence et que j'ai un conjoint qui est en train de, enfin, pas quelqu'un de ma famille qui est en train de mourir. Ça va parfois plus vite d'aller d'un point à l'autre, de Lille à Marseille. Ça va peut-être plus vite en avion qu'en train, mais c'est exceptionnel parce que quand même, hein, comme on l'a vu dans notre livre, et moi ça m'a frappé, c'est Loïc qui m'a enseigné ça, c'est que si on veut atteindre les objectifs de la COP 21, on a droit qu'à plus que 2 tonnes de rejet de gaz à effet de serre, donc de bilan carbone en fait, par Français. Or aujourd'hui, on en est encore à 10 ou 12. L'effort, il est énorme à faire. Il peut paraître impossible. Mais en fait, c'est l'équivalent de 10 000 km en voiture diesel ou 4 allers-retours Paris-Barcelone. Moi, les 4 allers-retours Paris-Barcelone, j'ai décidé d'arrêter de les faire. Donc, la France est suffisamment belle pour aller en vacances en voiture, en covoiturage, plutôt que d'y aller en avion. Et donc, déjà, si on prend des choses qui sont peu engageantes, comme le disait, et faciles à faire, comme le disait Loïc à l'instant, on a déjà gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi l'effet tache d'huile, hein, c'est le Flixcam. Alors, sans aller dans la fustiger ceux qui prennent l'avion, mais quelque part, ça doit devenir quelque part un peu immoral écologiquement que de prendre l'avion pour des raisons à 60 € le billet et pour des raisons de juste de loisir. Ça ne doit plus être que l'exception pour des choses importantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut totalement arrêter de prendre l'avion. On n'est pas en train de prôner des choses qui sont, on va dire, totalitaires ou trop directives. C'est de se dire qu'on a tous un rôle à jouer, aussi bien la France d'en haut, en valorisant fiscalement ou en taxant certaines pratiques qui sont contre l'environnement, mais aussi, donc ça veut dire que ça permettra de stimuler l'éthique de responsabilité de la France d'en bas, si la France d'en haut s'y met. Ouais, après, on va raccourcir un peu le propos parce que moi, en fait, j'ai des soucis de santé, il va falloir que j'aille chez le médecin rapidement. Donc mais en fait, donc c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser de l'énergie pour la santé, par exemple. Nous, on n'est pas contre pour arrêter. On ne va pas tout soigner avec des tisanes. Le dernier chapitre, justement, on revenait là-dessus. Mais dans les enquêtes de l'Obdeco, parce qu'en fait, tout est basé quand même sur un gros travail d'enquête. On a repéré que les gens avaient besoin de spiritualité ou de réflexion sur le sens de la vie. Et donc, on a hésité parce qu'on ne voulait pas tenir un propos prosélyte, etc. Et on a décidé de rajouter un chapitre sur le changement intérieur et sur ce qui nous paraissait important et qui pouvait réunir tout le monde sans aucun prosélytisme. C'est revenir 25 siècles à l'arrière et se poser la question des philosophies pratiques. Et il y a un petit bouquin qu'on adore tous les deux de Pierre Hadot qui s'appelle Philosophie comme manière d'être, comme manière de vivre, pardon, et c'est un peu le fil conducteur du dernier chapitre, qui est le prélude à ne pas sombrer dans l'hubris et dans la démesure, qui sera la conclusion de notre livre. Oui, clairement, l'idée de changer les modes d'être, parce que là, on a beaucoup parlé des modes de vivre, donc ce qu'on appelle les modes de vie. Hein. Il n'y a pas de changement de comportement extérieur sans changement d'être intérieur. C'est-à-dire que c'est bien joli de devenir vegan, mais si ça nous met mal à l'aise et que ça nous rend malade, physiquement comme psychiquement, ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème dans le logiciel de croyance qui empêche d'être dans ce qu'on a appelé les Grecs l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, et dans la réalisation de soi ou de son projet écotarsique. C'est pour ça que c'est important de réfléchir en amont à son logiciel de croyance et à la faisabilité de ce logiciel de croyance. Parce que si on met la barre trop haut, on va encore sombrer dans la déprime en disant mais je suis bon à rien, mauvais à tout, j'arrive pas à actualiser mon projet écologique. Il faut qu'il soit à notre portée ce projet écologique. Et il doit surtout nous apaiser intérieurement pour aller vers ce repos de l'âme qui fait qu'on n'est plus troublé par des émotions négatives. Hein. C'est des passions tristes de Spinoza, c'est-à-dire de la colère, de l'aigreur, du dégoût, de la tristesse. Il faut convertir cette énergie négative en énergie positive. C'est bon, c'est très bon pour la santé. Hein. C'est comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
Donc, il y a une décision individuelle qui est importante. Hein, ou comme le disait le philosophe Alain, le pessimisme est de nature et l'optimisme de volonté. Donc, clairement, c'est dur. C'est dur. Ça se travaille tous les jours. Parce que notre nature humaine nous ramène vers le bas, nous tire vers le bas quelque part, hein, par les passions notamment. Ce que je disais sur l'acrasie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est bon pour nous, mais on a un mal fou à le mettre en œuvre parce qu'il y a un déficit de volonté ou il y a un inconscient qui nous ramène vers autre chose. Ou un manque d'entraînement. Hein. Et en fait, c'est ce qu'on propose dans notre chapitre 10. Le cheminement intérieur, c'est un entraînement. Un entraînement, comme le faisaient les Grecs anciens, c'est-à-dire par exemple le memento mori, c'était plutôt les stoïciens. En grec, ça s'appelait autrement, mais les stoïciens romains l'ont repris. C'est pour ça que c'est le mot latin que je vous dis. Memento mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se faire un trip morbidiste ou morbide sur le fait qu'on va mourir, c'est de se dire quand un jour ça va m'arriver, c'est inéluctable, comment je m'y prépare mentalement, comment je me prépare déjà à la mort de mes proches, parce que c'est surtout quand on voit mourir ses proches que c'est une souffrance. Et donc les Grecs et les Romains s'entraînaient à des exercices de pensée, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la perte d'un être cher proche, et même sur la perte de l'existence, donc de sa vie. Hein, donc de se dire, mais quand je serai au moment de la mort, est-ce que je serai prêt, est-ce que je serai serein par rapport à ça? Et donc, c'est ça, quelque part, ce qu'on propose comme exercice existentiel, c'est la sérénité malgré le collapse. Comment je me prépare au fait que le collapse va arriver? Comment alors le collapse au sens générique, hein, c'est-à-dire les multiples effondrements, comme on vient de le connaître avec… Ou effritement. Ou les effritements, si tu veux, qui vont devenir des effondrements. Mais clairement, il y a une perte. Hein, quand on voit la patiente que je cite au début du livre, elle était en pleurs quand elle m'a dit le dernier rhinocéros blanc est mort. Moi, je m'en foutais à cette époque-là, maintenant moins. Mais je dis, pour moi, c'est un non-événement et pour elle, c'était gravissime. Donc, vous voyez, par rapport à ça, on est tous différents et on doit s'entraîner à certaines pertes et à certaines souffrances. Et plus on sera préparé, mieux on affrontera les menaces qui aujourd'hui pèsent sur notre avenir. Et notre avenir, c'est notre présent en continuité là, qui va bientôt arriver. C'est un présent permanent. Et se préparer, c'est accepter que le futur puisse être moins confortable que notre présent. Ouais, en plus, franchement, dans cette dernière partie, c'était sympa de rappeler les principes du bouddhisme, du stoïcisme, des écoles cyniques ou épicuriennes, de rappeler qu'il y avait une tradition de méditation chez les chrétiens aussi, c'est-à-dire d'aller à la recherche de traditions très anciennes finalement qui ont passé l'épreuve du temps, en sachant que il y a des choix quand même très radicaux. On a croisé dans nos enquêtes des gens qui étaient nullipares, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'enfants et qui ne voulaient pas d'enfants. On a eu des témoignages de gens qui voulaient se faire stériliser, que ce soit homme ou garçon, homme ou femme, et c'est des choix quand même radicaux. Est-ce que, parce qu'on a fait le choix de ne pas avoir de descendance, on doit embarquer tout le monde dans notre propre choix? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas à juger les gens. Je me questionne juste sur les réponses que ça apporte. Et je pense que c'était important de ne pas sombrer dans la démesure, qui est la conclusion du livre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous paraît radical, c'est d'être modéré. C'est d'avoir une forme de… En même temps, Bouddha disait qu'il faut être modéré en tout, y compris en modération. Voilà, on est d'accord. Quelque chose à rajouter Mais c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire ce dernier chapitre. En tout cas, moi. Oui, moi aussi. Un grand moment d'écriture. Oui, d'autant plus que c'était un vrai partage de nos propres expériences personnelles, de ce qui nous anime, de ce qui nous meut, du pourquoi du livre, en fait. Et je trouve que c'était une belle conclusion parce que précisément, on ne pouvait pas le mettre au départ. Mais c'est précisément parce qu'on a fait ce travail-là aussi qu'on a pu écrire le livre. Voilà, et puis de toute façon, c'est presque une écriture chorale, puisqu'on s'est appuyé sur les témoignages des gens qu'on a interviewés, à qui je rends un vibrant hommage, parce que franchement, ils m'ont favorablement impressionné, ils m'ont même carrément rasséréné sur notre avenir. Parce que c'est vrai que tout seul dans son coin, quand on se prend en pleine figure la narration collapsologique, on a beau être psychologue, on est comme un être humain, comme les autres.
et on a aussi ses propres peurs à gérer. Bon, quand bien même on est outillé pour. Néanmoins, on se sent moins seul quand on voit que d'autres ont déjà vécu ces choses-là avant nous, pour certains à plus de 10 ans avant, et qu'ils ont donc 10 ans d'expérience d'essais et d'erreurs et de réussite, hein, puisque la réussite est une succession d'erreurs. Et donc, on peut capitaliser sur cette intelligence humaine qui est vraiment exceptionnelle et qui nous rassure, qui nous rassérène sur la possibilité de l'avenir, d'un avenir tout à fait enviable. Certains nous disent qu'on vivra comme à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour les plus anciens, les moins anciens, c'est-à-dire à peu près dans les années 20 ou 30. Et ils vivaient très bien, nos ancêtres. C'est juste que nous, on s'est habitué au confort. Il va falloir peut-être s'y déshabituer et revenir à des choses plus essentielles. Donc, se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec des savoir-faire un peu ancestraux, comme reprendre la couture. J'ai une patiente qui m'a dit, ça y est, elle s'était remise parce qu'elle s'était dit, je ne veux plus faire les soldes. J'ai vu un reportage sur la pollution de ceux qui sont nos plus grands magasins de prêt-à-porter. Je veux plus contribuer à cette pollution-là en achetant leurs habits. Donc, je récupère des fringues et je les recouds moi-même et je les customise. Et du coup, je suis moi-même créatrice de mon propre prêt-à-porter. Et c'est pareil quand quelqu'un commence à cultiver ses tomates dans sa jardinière, eh ben, il commence le cheminement et il peut être fier de ça. Ça commence par des petites choses. Quelqu'un qui recycle complètement tous ses déchets, qui arrête d'acheter des produits avec des emballages en allant dans des magasins comme Day by Day, par exemple, ben, il fait un énorme geste pour la planète. Déjà, ça lui coûte moins cher. Et en plus, donc, il économise de l'énergie pour en amont produire l'emballage et en aval le détruire. Donc, quelque part, c'est être intelligent collectivement, tout ça. Et c'est être satisfait collectivement, pleinement collectivement, que c'est tous ensemble qu'on y arrivera et en se serrant les coudes qu'on pourra se créer un avenir qui vaut la peine d'être vécu, quand bien même il y aura quand même des crises à surmonter. Mais quel capitaine serait-il fou de dire il y a une tempête qui nous menace, on est tous foutus, il va tout faire pour éviter que le bateau sombre. Il peut pas, c'est un peu ce que dit Pablo dans son avant-propos. Il peut pas dire à son équipage les tempêtes sont là, on va tous crever, ou dire bah non, tout va bien se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. On est face à ces tempêtes qui menacent notre avenir, qui assombrissent notre avenir, mais on ne sait pas si ça va bien se passer ou mal se passer. On a des scénarios probabilistes qui nous disent il vaut mieux se préparer plutôt que de rien faire ou faire les bisounours. Mais il ne faut pas non plus être dans un scénario totalement à la Mad Max. Il y a fort peu de probabilité d'arriver aussi bien que celui des bisounours. Et ça sera probablement un scénario intermédiaire avec des mauvaises passes. Hein, et je veux dire, quand on peut traverser une tempête, ça peut abîmer le bateau et peut-être malheureusement faire perdre certains marins s'ils ne sont pas bien arrimés. Mais globalement, un capitaine responsable, il arrive à faire traverser une tempête à son navire et à faire que son équipage s'en sorte sain et sauf. Je crois que c'est le mot de la fin. Moi, j'ai rien à rajouter. C'était juste le plaisir de témoigner de la beauté des témoignages qu'on a reçus et de garder cette espérance lucide en sachant qu'on va vivre des choses probablement difficiles, mais que avec de la raison, avec de la méthode et avec de la détermination, on peut atténuer et limiter fortement les impacts. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on finit par un poème de Kipling, si tu peux garder ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront, et qu'on finit par les 4 questions de Bendel. À quoi on doit renoncer, qu'est-ce qu'il faut à tout prix garder, parce que c'est essentiel, qu'est-ce qu'il faut restaurer du passé qu'on a détruit, et avec qui il faudra faire la paix pour obtenir tout ça. Et c'était ça la conclusion du livre. Bonne lecture. Ouais, bonne lecture et bonne découverte.